Quand l'armée turque a attaqué Afrin, il y a une discussion qui s'est faite dans le Tabour de savoir est-ce que nous allons à Afrin, oui ou non. Est-ce que l'unité doit rester combattre à Deir ez-Zor jusqu'à la fin de l'État islamique ou est-ce que nous devons aller à Afrin? Il y a une discussion qui s'est faite, le Tabour était divisé sur la question, donc une partie du Tabour est partie à Afrin combattre l'armée turque, l'autre partie a pris la décision de rester à Deir ez-Zor combattre jusqu'au bout. On a eu 4 camarades qui sont partis à Afrin, dont un qui est tombé en martyr il y a quelques temps, Kandal. Voilà. Le gros de l'unité a fait le choix de combattre, voilà, décider qu'on était engagé sur le front de Deir ez-Zor, qu'on était engagé dans la lutte contre l'État islamique et qu'il fallait mener cette lutte-là jusqu'au bout, avant de changer de front. On a pris la décision de rester en tant qu'unité sur le front de Deir ez-Zor. Ça ne veut pas dire que l'unité n'a pas été créée pour combattre Daesh uniquement, ça a été de défendre le projet politique du Rojava contre tous ses ennemis. Donc, il se trouve que l'armée turque a attaqué le Rojava. L'unité, quand elle aura fini sa mission sur le front de Deir ez-Zor, ira à Afrin combattre l'armée turque. Si demain le régime attaque, nous nous battrons contre le régime. Si l'armée irakienne attaque, nous nous battrons contre l'armée irakienne. Il y a eu des affrontements réguliers avec l'armée syrienne, il y en a eu à Haseke, il y en a eu à Kamishlo, il y a eu beaucoup de YPG qui sont tombés en martyrs, donc c'est l'autonomie du Rojava puis du nord de la Syrie, c'est quelque chose qui a été obtenu de haute lutte et non pas le fruit d'une espèce de négociation secrète, voilà, conspiration ou je ne sais quoi. Après, c'est vrai que les YPG sont une force militaire et que dans toutes les révolutions, vous avez quelquefois pas des alliances, mais disons des pactes de non-agression un peu tacites qui ont lieu. Comme ça a été le cas, je ne sais pas, dans certaines parties du Rojava, comme ça peut être le cas. À un moment donné, vous pouvez avoir cette contradiction que deux forces qui sont hostiles, qui sont ennemies, qui défendent deux visions du monde ou deux projets politiques qui sont absolument irréconciliables, comme l'armée syrienne et les YPG, vont, pour certaines raisons, ne pas se combattre l'une et l'autre parce qu'elles n'y ont pas intérêt. Je ne sais pas, c'est le cas du régime, par exemple, qui n'a pas... Certaines parties n'a pas attaqué les YPG. C'est quelque chose d'ailleurs c'est quelque chose qui a lieu dans toutes les révolutions, dans tous les processus révolutionnaires. Il y a toujours des moments où vous avez des pactes de non-agression qui ont lieu. C'était le cas pendant la révolution cubaine. Immédiatement après la révolution cubaine, les États-Unis n'ont pas estimé nécessaire d'intervenir. On pensait que peut-être une espèce de compromis pouvait être trouvé avec Fidel Castro. Ça a été le cas aussi de la révolution russe. Pendant un temps, vous aviez les conseillers militaires de l'entente qui allaient conseiller l'armée rouge parce que l'armée rouge se battait contre l'Allemagne et qu'ils avaient un ennemi commun. Voilà. Donc, penser, disons, qu'il y aurait une espèce de modus vivendi qui pourrait être trouvé à long terme avec Assad, je pense que c'est un leurre et c'est pas du tout, les YPG ne se font pas d'illusions dessus. Par contre, condamner tous les pactes de non-agression ou les espèces de, voilà, les armistices temporaires et circonstanciels au nom d'une espèce de pureté morale, révolutionnaire, je sais quoi, c'est quelque chose qui... C'est une critique qu'on peut faire quand on n'est pas engagé quand on n'est pas engagé sur place, quand on n'est pas engagé dans un processus révolutionnaire vivant, quand on est au fond de sa bibliothèque à Paris, oui, on peut faire cette critique-là. Quand on est sur place, on se rend compte que c'est quelque chose d'indispensable. En ce qui concerne les relations entre le régime et les YPG, c'est d'autant plus complexe que les relations ne sont pas les mêmes à Afrin qu'elles le sont dans le reste du Rojava. Donc on a des relations qui sont très conflictuelles et qui peuvent déboucher à court terme sur une guerre ouverte entre les YPG et le régime du côté de Deir ez-Zor, parce vous avez des puits de pétrole qui se trouvent au nord de l'Euphrate et qui sont aujourd'hui contrôlés par les YPG et que le régime syrien n'acceptera jamais de les laisser aux YPG. D'un autre côté, il se trouve qu'aujourd'hui l'armée turque intervient à Afrin, que l'armée syrienne n'a pas intérêt à laisser entrer l'armée turque sur son territoire, donc l'armée syrienne va s'abstenir d'attaquer les YPG aujourd'hui à Afrin parce que vous avez un ennemi commun. Mais encore une fois, on ne peut pas accuser il n'y a pas ni d'intérêt commun, ni d'alliance tacite entre les YPG et le régime. Oui, enfin le cas d'Idlib, c'est encore un cas différent. Et puis il y avait la Russie qui poussait derrière, parce que Assad a malgré tout les mains liées. Mais dans le cas d'Afrin, je ne pense pas qu'Assad ait intérêt. Assad, de toute façon, à un moment donné, est décidé à reprendre le contrôle d'Afrin. Il ne souhaite pas le laisser au YPG. Mais je pense que dans l'immédiat, son intérêt n'est pas de laisser l'armée turque contrôler la région d'Afrin. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'on peut avoir une espèce
de pacte de non-agression qui est temporaire et qui sera amené à être rompu à un moment donné ou à un autre. Alors, Manbij, c'est un cas un peu particulier. Je pense que ni l'armée syrienne ni l'armée turque, en l'état, ne peuvent prendre le contrôle de la ville. La raison la plus évidente, c'est que il y a une base américaine qui se trouve du côté de Manbij et que la Turquie a demandé à l'armée américaine d'évacuer cette base. L'armée américaine a refusé. Je n'imagine pas l'armée turque entrer dans un territoire, bombarder une base américaine ou faire des bombardements autour d'une base américaine. C'est quelque chose, je pense pas que ce soit imaginable. Ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu, mais là, dans l'immédiat, en plus, on voit que les combats à Afrin sont quand même assez violents, que ça ne va pas si bien pour l'armée turque qu'il l'avait espéré, parce que Erdogan comptait prendre le contrôle de toute la région en 6 jours, c'est raté. En 3 jours. D'accord, en 3 jours. Voilà. Dans l'immédiat, je pense pas qu'il y ait de risque dans la région de Manbij. Les combats à Afrin sont beaucoup plus durs que l'ont été ou que le sont ceux contre l'État islamique. Ça ne veut pas dire que combattre Daesh c'est facile, mais on n'a pas de frappe aérienne contre nous, voilà, Daesh c'est pas la deuxième armée de l'OTAN, ils n'ont pas d'hélicoptères, ils n'ont plus de tanks. Voilà, donc c'est des combats qui sont assez durs. On a déjà perdu un camarade, d'autres camarades sont blessés, on a perdu énormément de camarades kurdes. Dans notre Tugay, c'est-à-dire dans le groupe de Tabour dans lequel notre unité se trouve, on a eu déjà 15 camarades qui sont tombés en martyrs à Afrin, qui sont engagés là-bas depuis 2 semaines. On a eu beaucoup plus de blessés, donc ce sont des combats extrêmement durs, extrêmement violents. Mais d'un autre côté, je crois vraiment que c'est quelque chose qui est gagnable pour les YPG. On n'est pas certain de l'issue, c'est-à-dire que l'armée turque peut, in fine, prendre le contrôle de cette ville, et de toute la région, mais je pense que c'est une guerre qui est gagnable pour les YPG dans l'immédiat, c'est-à-dire de faire en sorte que l'armée turque ne prenne pas le contrôle de la ville, se retire. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable, mais je pense surtout que ça n'est pas gagnable pour l'armée turque sur le long terme. C'est-à-dire, ils pourront entrer dans ce territoire, ils pourront prendre le contrôle militairement, mais ils ne pourront jamais tenir cette région-là. Même s'ils entrent militairement, il y aura une guérilla qui va s'organiser parce que leur soutien localement, c'est à peu près 0. Qui soutient l'armée turque aujourd'hui localement? Personne. Qui sont les soi-disant la prétendue armée syrienne libre qui aujourd'hui combat Afrin, ce sont des mercenaires qui parlent pas un mot de kurde. Vous n'avez pas un kurde dans ces gens-là, malgré ce qu'en dit la propagande turque. Donc s'ils prennent le contrôle de ces territoires, ils n'auront aucun soutien. Je pense pas non plus qu'on puisse qu'on puisse livrer cette région-là à des mercenaires. Enfin, et puis quels mercenaires? Enfin, on a vu quand même des vidéos d'exactions contre la population civile, on a vu des vidéos d'exécutions pures et simples, voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose que l'on puisse... Peut-être qu'on peut imposer ça à une population quand elle sort du régime d'Assad, mais on peut pas imposer ça à une population qui vit sous un régime démocratique et dans un climat d'émancipation depuis 2012. Donc je pense que même si l'armée turque prend le contrôle, il y aura une guérilla, il y aura quelque chose qui s'organisera, mais je pense vraiment que ça n'est pas gagnable. Ça prendra le temps que ça prendra 5 ans, 10 ans, 20 ans s'il le faut, mais in fine, l'armée turque devra sortir de ce territoire et elle en sortira vaincue. Oui, mais ça c'est un signe, enfin si l'armée turque aujourd'hui, le plan initial de l'armée turque c'était c'était que les bandes, les stipendiés sur place de l'armée turque, la dite armée syrienne libre, allaient prendre le contrôle du territoire en quelques jours, et que l'armée turque pourrait se contenter de quelques frappes aériennes par-ci par-là, et que ça suffirait. Et aujourd'hui, on voit bien que la résistance massive des YPG et du peuple à Afrin ont stoppé complètement, ont contrecarré ces plans, et si aujourd'hui l'armée turque est contrainte d'envoyer ses meilleures troupes, ses forces spéciales, c'est bien la preuve que voilà, elle fait preuve à des difficultés immenses, et c'est un peu ça montre que l'armée turque n'est pas aussi maîtresse de la situation qu'elle voudrait bien le faire croire. Donc c'est quelque chose qui effectivement est inquiétant, parce que ces forces-là se sont déjà livrées à des exactions et que ce sont les soldats qui sont bien meilleurs que les troupes de la dite armée syrienne libre qui sont très mauvais combattants. D'un autre côté, voilà, c'est aussi un signe de faiblesse de la Turquie qui peut être encourageant pour la suite. Stratégiquement, c'est c'est faire en sorte... Il y a une question qui se pose depuis la libération des 3 cantons kurdes qui se pose, c'est la question de la connexion des cantons.
Le canton d'Afrine n'est pas connecté au reste du Rojava, évidemment les YPG ont intérêt à les connecter, ce qui a déjà amené l'armée turque à intervenir une première fois, puisque l'armée turque ne souhaite pas que, que toute sa frontière méridionale soit contrôlée par les YPG. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter, donc elle est déjà intervenue à Al-Bab une première fois pour entraver cette connexion. Aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus loin, parce qu'elle a décidé tout simplement d'occuper militairement ce territoire-là. L'une des questions aussi, l'une des raisons qui a pu pousser la Turquie, enfin, une des raisons revendiquées par la Turquie, c'était la question de l'accès à la mer Noire. Parce que le Rojava est un territoire, je dirais pas un territoire riche, mais enfin, qui a un potentiel économique énorme, puisque vous avez je crois, c'est 80% du production pétrolière de la Syrie qui se trouve aujourd'hui aux mains des YPG. Donc si les YPG investissent les revenus du pétrole, et ce qu'ils feront, ils l'investissent de façon un peu plus judicieuse que le faisait Assad, c'est quelque chose qui peut amener un développement économique extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Rojava est encerclé par des ennemis et n'a aucun exutoire, il n'y a nulle part où exporter ce qui pourrait être produit, puisqu'on a la Turquie au nord, la frontière est absolument fermée, il n'y a rien qui passe. Vous avez le Bachour, le gouvernement régional du Kurdistan irakien à l'est, mais qui entrouve de temps en temps la porte ses portes au Rojava, mais enfin qui est quand même plutôt hostile au YPG. Vous avez le régime syrien qui n'est pas franchement ami des YPG non plus au sud. Donc il y a cette question de l'accès à la mer qui est une des raisons affichées de la Turquie pour intervenir à Afrin. L'autre raison, qui est la raison beaucoup plus profonde de cela, c'est que la Turquie ne peut pas accepter sur son territoire une population kurde de plusieurs, je crois c'est combien, 20 millions de personnes. Que Erdogan est actuellement engagé dans un processus est en train de verrouiller complètement les structures politiques du pays. Il est en train d'imposer une politique autoritaire. Il fait de la Turquie un État beaucoup plus... C'était déjà pas un État très démocratique avant, mais là c'est en train de devenir un État franchement dictatorial, et que la seule force aujourd'hui capable de résister seule force constituée, organisée, capable d'empêcher Erdogan de mettre en œuvre sa politique, c'est, quoi qu'on pense de cette organisation, mais c'est le PKK, et tout ce qui tourne, toutes les organisations culturelles, toutes les sociétés, toute la société civile kurde qui est organisée autour de cette organisation-là. C'est le mouvement kurde en général d'ailleurs, c'est pas uniquement le PKK, et c'est également les organisations de gauche turques qui sont alliées à cela. C'est toute cette mouvance, disons, qui va tourner, qui s'est structurée plus ou moins politiquement ou autour du HDP. C'est aujourd'hui la seule force politique qui soit en mesure d'arrêter Erdogan.